Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour ce nouvel épisode consacré au fonds de dotation Le Poids du Vivant. J'ai le plaisir de recevoir son créateur Franck Couturieux. Bonjour Franck. Bonjour Thierry. Et Laurent Théophile, son directeur opérationnel. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Alors, Le Poids du Vivant a pour objectif de revitaliser cette biodiversité essentielle à notre survie et à notre émerveillement. Mais avant de parler du fonds de dotation, nous allons mieux faire connaissance. Franck, vous êtes issu du monde entrepreneurial à la tête d'une PME de 260 personnes. Ça, c'était avant de créer le fonds de dotation. Exactement, ça c'était avant, ça s'est arrêté il y a un an, donc j'ai 59 ans. J'ai une longue carrière de chef d'entreprise pendant 32 ans jusqu'à quitter ma société l'année dernière. Tout ça a démarré dans le domaine des portes et fenêtres, dans lequel étaient mes parents. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur pour ne pas travailler dans les fenêtres, et il se trouve que j'ai démarré ma carrière là-dedans. J'ai créé une première société de fabrication de fenêtres PVC en 92, où j'ai découvert qu'il n'y avait pas de logiciel du tout dans ce métier-là, donc j'ai créé le logiciel qui allait bien. J'avais la connaissance du métier, j'avais ma formation d'ingénieur, donc je savais exactement à quoi devait ressembler ce logiciel. Et donc je l'ai créé dans les années 90. Ça pouvait intéresser toute la profession, donc j'ai fini par quitter ma société pour créer ma société d'édition de logiciels, cette fois, qui s'appelle Elsia, à l'ouest de Lyon. Et voilà, c'était le tout premier logiciel dans la fenêtre. J'étais tout seul au début. Quand j'ai quitté l'année dernière, on était 260. C'était une belle histoire. Quelle fonction pour ce logiciel métier ? Il servait à faire tout le calcul des fenêtres. C'est quelque chose d'assez compliqué. Les fenêtres, c'est sur mesure, il n'y a pas de standard. Chaque millimètre, il y a une nouvelle fenêtre. Donc elle permet de tout calculer, toutes les contraintes, les types de vitrage, les coloris, les combinaisons d'options entre elles. Et donc de faire des beaux devis et de permettre à des gens qui ne sont pas techniciens de la fenêtre, donc qui ne connaissent rien à la limite, j'ai envie de dire, de faire un devis sans se tromper. Voilà, et de chiffrer une fenêtre réalisable. Donc c'était le premier logiciel dans ce domaine-là. Ça a été un vrai succès. Et la société continue d'ailleurs sur cette voie-là du succès. Vous avez quitté l'entreprise pour créer le fonds de dotation. C'est presque ça. Je l'avais déjà créé il y a quelques années. J'avais créé en fin 2021 parce que je souhaitais faire autre chose qui me tienne à cœur après ma carrière professionnelle. Et donc, j'avais découvert cette notion de fondation et fonds de dotation il y a quelques années. Donc, j'avais dit, chouette, je vais aller là-dedans. Mais je ne savais pas quand j'allais le déclencher. Voilà, à quel moment j'allais faire ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas ? Est-ce que c'est un projet familial également ? Le fonds de dotation est effectivement à la base un projet familial. Dès le début, j'avais dit ça permettra de faire quelque chose de sympa avec ma femme, avec ma fille, dont elle pourra peut-être s'occuper plus tard quand elle sera plus grande. C'était ça. Et puis, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est en 2023, pour moi, où j'ai fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat du bassin lyonnais. Donc, on était pas mal d'entreprises à faire cette convention. Et ça m'a permis de voir à quel point il y avait un manque, notamment sur le vivant et sur la biodiversité. Et de par mon expérience passée, je savais exactement comment faire ça, et notamment en utilisant mon fonds de dotation. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout quitter, de vendre ma société pour me consacrer à 100% sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, votre épouse est vétérinaire. Est-ce que ça a du sens également dans le monde du vivant, justement ? Là, complètement, ça a été une grosse influenceuse pour moi, puisqu'elle est vétérinaire en faune sauvage, donc toute la faune qui n'a pas de propriétaire. La plupart des vétérinaires ont affaire à des animaux qui ont un propriétaire. Là, elle a des animaux qui n'ont pas de propriétaire. Donc il faut avoir envie de s'en occuper. Parce que pour dire les choses, ça ne paye pas beaucoup. Voilà, il n'y a personne pour payer. Et donc ça m'a permis de découvrir justement qu'il y avait très très peu de moyens pour la biodiversité, pour ce monde qui nous donne la vie, qui nous donne l'air que l'on respire, ce que l'on boit, ce que l'on mange. Et tout cet univers vivant autour de nous vit sans moyens. Et donc quand j'avais décidé de faire le fonds de dotation, c'était évident pour moi que ça allait être dans cette voie-là. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde du vivant, dans la biodiversité ? Qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans ? Déjà, c'est des explications de ma femme. Mais à la base, moi, je suis amoureux de la nature depuis tout petit. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature quand j'étais gamin. Je faisais des cabanes, j'étais à l'extérieur. Donc la nature autour de moi, je l'ai vue évoluer dans toutes ces années. Et quand je retourne à 50 et quelques années sur les lieux que je connaissais en tant que gamin, tout a changé. Tout a été détruit, remplacé par du béton. Et ça me marque beaucoup. Et quand j'explique ça à ma femme, qui me dit « mais il n'y a pas qu'ici, c'est un peu partout dans le monde que ça se passe comme ça »,
Je creuse le sujet et ouais, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était ma nature qui avait besoin de s'exprimer, là. Merci Franck. Laurent, quel a été votre parcours avant de rejoindre le fonds de dotation ? J'ai un parcours, alors au départ déjà je ne suis pas naturaliste, j'ai une formation de comptable, donc j'ai eu la chance de pouvoir me retrouver dans le monde de la protection de l'environnement en 2002, donc j'y ai passé un peu plus de 20 ans, dans le réseau des conservatoires notamment, et puis dernièrement à FNE Haute-Savoie, ici à Annecy. Donc vous êtes aussi un local de l'étape, on va dire, ici en Haute-Savoie. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je suis arrivé en Haute-Savoie en 2011, donc je suis arrivé via Aster, donc le Conservatoire d'espaces naturels, où j'ai passé 7 ans, et puis 6 ans à FNE. Ouais. Alors parlez-nous du vivant, comme on l'appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que cela représente sur la Terre, si on parle chiffres ? Si on parle chiffres, alors déjà, il faut savoir que le vivant, ça regroupe tout ce qui vit ou a vécu sur la Terre, et que ça représente ce qu'il y a de plus gros, donc les gros mammifères ou toute espèce de taille imposante, à tout ce qui est tout petit. Et finalement, l'homme ne représente pas grand-chose. Au niveau de la biomasse terrestre, 83% est constitué de végétaux, 14% de bactéries, donc voilà les deux plus gros groupes. Et après, on a des tout petits groupes et on va dire l'humain, les mammifères terrestres représentent 0,4%, ce qui n'est pas grand-chose. Et dans ces 0,4%, on a 60% d'animaux domestiques dont Franck parlait tout à l'heure, donc ceux qui ont un propriétaire, donc les chiens, les chats, mais aussi les animaux d'élevage. Et 35-36% sont les humains, nous, et après il reste la faune sauvage, ce qui ne représente pas grand-chose, c'est 5% des mammifères terrestres. Si on fait l'état des lieux aujourd'hui, quels sont les risques de disparition justement des espèces sauvages ? Aujourd'hui, donc la dernière étude de l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC qui se consacre au climat, mais l'IPBES se consacre à la biodiversité, fait état d'un rythme d'extinction qui s'est accéléré, qui est supérieur à la moyenne des 10 dernières années, et le rythme s'accélère encore. Aujourd'hui, on peut considérer en moyenne qu'à peu près 25% des espèces sont menacées d'extinction. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et on oublie à quel point le vivant nous apporte au quotidien. C'est l'équilibre des écosystèmes, c'est la possibilité, on trouve nos médicaments dans la biodiversité aujourd'hui, dans le vivant. Donc c'est tout un pan de la vie sur Terre qui disparaît sous nos yeux. Et si on n'inverse pas la tendance, il y a énormément de conséquences gravissimes qui peuvent arriver. Alors, moins 73% entre 1970 et 2020. Quel pourrait être le chiffre dans les années futures ? J'ai envie de dire que l'idéal, ça serait de le réduire. Mais après, voilà, les tendances aujourd'hui sont effectivement que sur les dernières années, on va dire les populations d'espèces sauvages, puisque là on parle d'espèces sauvages, ont perdu quasiment 75% de leur taille. Au niveau chiffre, on relève également que 42% des amphibiens sont menacés d'extinction. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, hein. Il y a probablement des causes de pollution des zones humides, on va dire du cycle de l'eau douce. Aujourd'hui, il y a à peu près, je pense, 80% des zones humides qui ont disparu dans les dernières années. C'est un milieu hautement important pour l'homme. Sans eau douce, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Donc les amphibiens sont une espèce un petit peu témoin qui vont nous montrer l'état de la ressource. Ce week-end, il y avait un festival sur la disparition des glaciers, par exemple. Les glaciers fondent. Si on ne fait rien, à la fin du siècle, c'est 80% des glaciers en moins. Donc au rythme où vont les choses actuellement, on est sur cette trajectoire. Et donc ça veut dire demain beaucoup moins d'eau douce, je ne vais pas dire plus d'eau douce, mais beaucoup moins d'eau douce pour les activités humaines, pour l'agriculture, pour nous, pour notre consommation et aussi du coup pour les espèces, bien sûr. Est-ce que nous, ici en Pays de Savoie, Savoie-Mont-Blanc, on est plus sensible avec justement les montagnes et les zones humides, la montagne, les glaciers ? Est-ce qu'on est plus exposé que dans le reste de la France, par exemple ? Je ne sais pas si on est plus exposé, mais en tout cas, les montagnes, en tout cas les Alpes, se réchauffent plus vite que le reste des milieux en France. La montagne est
un réchauffement à plus 2 degrés déjà, je crois, de mémoire. Enfin, en tout cas, on voit déjà en montagne beaucoup plus de choses qui vont présager de ce qui se passera en plaine. La dégradation en montagne est plus rapide en fait qu'en plaine. Hein. Tout à fait, et plus rapide, et puis on voit déjà les effets sur des effondrements, des cours d'eau qui s'assèchent beaucoup plus rapidement, des crues avec des laves torrentielles en cas d'intempéries, parce que il va y avoir des bouleversements climatiques. C'est pas forcément plus d'eau, c'est des conditions climatiques bien plus complexes, et la montagne est bien plus exposée qu'ailleurs. Ouais. On voit les risques naturels avec des pluies très fortes, des glissements de terrain qu'on n'avait pas auparavant, en fait, pas dans ces conditions. On les avait pas dans ces conditions. Voilà, on va dire les effets sont de plus en plus importants et s'accélèrent. Alors Franck, on va parler de la plateforme que vous avez créée, le poids du vivant. Pourquoi ce nom déjà ? Parce que j'aimais bien. Non, on cherchait un nom effectivement en 2021. Et donc lié à tout ce qui disparaît autour de nous. Et puis on est tombé sur cette notion de poids du vivant. C'est une notion assez complète qui met tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui est vivant sur Terre, à commencer, comme le disait Laurent, par les végétaux, il y a les bactéries, les virus, les animaux, les mammifères et autres. Et finalement, tout ce qui est vivant rentrait dans cette notion de poids du vivant. Et c'est devenu naturel de l'appeler comme ça. En plus, ça signifie des choses pour ceux qui sont là-dedans, donc c'est bien. Alors comment ça fonctionne ? Alors, le poids du vivant est un fonds de dotation. Donc c'est comme une fondation, mais c'est un peu plus privé dans son fonctionnement. Ça me permet à moi de décider de pouvoir faire des embauches, ça nous permet de communiquer, ça nous permet de faire des choses sans l'aval de la Fondation de France, par exemple. Donc c'est un fonds de dotation, et ce qui nous permet aussi, un peu comme une association, de produire par exemple des reçus fiscaux. Voilà, puisque les dons sont éligibles aux reçus fiscaux, et donc ça nous permet de les produire nous-mêmes, sans avoir à demander de tout ce travail-là de la part des assos. Alors comment ça fonctionne avec les entreprises ? Est-ce que vous allez démarcher les entreprises ? Est-ce qu'elles viennent vous consulter ? On essaie de se faire connaître. Le but est de faire connaître l'outil, le poids du vivant, aux entreprises, le plus possible. Donc après, si une entreprise qui souhaite comprendre comment on fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que le mécénat, elle peut nous contacter, on va lui expliquer exactement comment ça se passe. Mais on ne va pas aller démarcher les entreprises. C'est pas le but du tout. On ne va pas forcer la main à qui que ce soit. Est-ce que ça concerne tout type d'entreprise, par exemple ? Ça concerne tout type d'entreprise. Chaque personne, chef d'entreprise ou salarié d'entreprise qui souhaite que son entreprise agisse pour le vivant peut nous contacter. Ça peut être quelqu'un qui est avec un seul salarié, comme une multinationale, pourquoi pas. Ceci dit, les multinationales ont en général leurs propres associations, leur propre organisation qui leur permet d'agir directement sans avoir recours au poids du vivant. Nous, on s'adresse plutôt aux PME, PMI, celles qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de ces sujets-là. Qui n'ont pas les ressources en interne. Est-ce que vous avez des critères de sélection, par exemple, pour ces entreprises ? On a des critères très drastiques. Je ne sais pas si je te laisse répondre, Laurent. Oui, déjà, il faut que l'association soit éligible au mécénat, qu'elle fonctionne, on va dire, dans les règles des dispositions de la loi 1901 qui fixe un petit peu le fonctionnement des assos en France. Donc il faut que l'asso soit française, de droit français. Par contre, elle peut intervenir partout, en France comme à l'étranger, du moment que son champ d'action est la biodiversité. Donc c'est notre, on va dire, c'est notre sujet. On ne va pas aller sur les sujets climatiques ou pollution, même s'il y a toujours un lien bien sûr avec la biodiversité. Mais voilà, nous on s'intéresse vraiment au vivant. Et par contre, l'association peut faire différents types d'actions. On a de la sensibilisation, de la restauration de milieux, de l'expertise scientifique, de la recherche. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'on a besoin de bien connaître un sujet pour mieux le défendre. Et donc, du coup, le dernier sujet, c'est le plaidoyer. C'est comment aider des associations qui portent la voix de la biodiversité dans des instances ou dans le débat public à se faire entendre pour faire évoluer les pratiques. Et des fois, on a des assos qui peuvent aller au contentieux. Mais on a besoin de ça aujourd'hui pour que le sujet de la biodiversité soit un petit peu mieux pris en compte. On parle de biodiversité globale, c'est-à-dire marine, terrestre et des animaux naturellement vivants. Oui, bien sûr. On va dire tous les sujets de la biodiversité nous intéressent, du sommet des montagnes au fond des océans. Mais on va aussi s'intéresser à
à un sujet comme la biodiversité sur les écosystèmes agricoles. Aujourd'hui, l'agriculture est en crise. Il y a vraiment un sujet et on s'aperçoit qu'il y a de belles histoires à raconter avec des exploitations qui font attention à la biodiversité, donc en restaurant des mares, en implantant même des mares quand il n'y en avait pas, en restaurant des haies, et qui pour autant sont rentables. Donc il y a probablement moyen de mieux vivre au niveau de l'exploitation, tout en faisant attention à la biodiversité. Les agriculteurs ont pris conscience également qu'ils avaient un rôle à jouer. Oui, bien sûr. On participait la semaine dernière à une table ronde avec un paysan qui nous disait que lui, la biodiversité, il l'avait vu décliner, il le voyait tous les jours et que c'était un sujet qui était très très important, contrairement au discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur fond de crise agricole. Quelles sont les réactions du public que vous percevez après la création de ce fonds de dotation? Comment le public le perçoit-il? Déjà, on a eu une très belle réaction du monde associatif, forcément. Au début, on s'est fait connaître des associations et maintenant, on a des associations qui nous contactent tous les jours pour nous présenter des projets. Donc voilà, on sent aussi que du côté des associations, il y a un besoin d'aller vers les entreprises. Donc nous, on va être cette interface qui va leur permettre probablement, et on l'espère, de rencontrer des entreprises. Et après, du côté économique, Franck pourra en parler mieux que moi, mais on sent que cet outil innovant qui va faciliter le travail des entreprises qui n'ont pas le temps de chercher des associations. On sent qu'il y a vraiment un public pour ça. Il y a une demande. Beaucoup nous demandent comment ça fonctionne, comment ils peuvent aller sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, la plateforme, elle est fonctionnelle. Tout le monde peut y aller. Et là, nous, on est prêts à accompagner les entreprises si elles ont encore besoin d'un petit peu de conseils, d'aide à la décision pour sélectionner une entreprise. Nous, on est là pour ça. C'est un outil, et ça je tiens à le signaler, qui est totalement gratuit. On va dire c'est un outil philanthropique. C'est-à-dire que ce soit les entreprises ou les associations, il n'y a pas de frais. C'est-à-dire que c'est Franck Couturieux qui finance l'outil grâce à son vécu professionnel, à sa réussite professionnelle. Et c'est bien de le signaler. Et tout ce qui sera collecté par la plateforme sera versé intégralement aux associations. Comment ça se passe, Franck, justement, au niveau économique pour ce fonds de dotation? Ce que disait Laurent, là, c'est que 100% des dons vont aux assos. On me demande souvent, on dit il y a un loup, il y a quelque chose de bizarre, c'est pas possible, économiquement ça ne peut pas marcher. Donc on parle de mécénat avec les entreprises que l'on côtoie. Moi je parle du principe qu'on ne peut pas demander aux autres ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc le premier mécène du Poids de Vivant, c'est moi-même, perso, et à hauteur des frais de fonctionnement justement du fonds de dotation. C'est ce qui nous permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion. Quand une entreprise verse de l'argent au fonds, elle est sûre que 100% va au bout. Alors que souvent, il y a des discussions, qu'est-ce qui se passe, on enrichit qui au passage, ça peut être un petit peu tordu. Donc, il n'y a pas de loup, c'est plutôt simple, je suis le premier mécène du Poids du Vivant, c'est tout. Est-ce qu'il y a des sponsors éventuels ou des partenaires qui aimeraient vous aider financièrement? Peut-être ça arrivera un jour, mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on n'a pas besoin. Si un jour il y a 100 salariés, il y aura peut-être besoin de sponsors, et ça sera une bonne nouvelle pour la nature. Ah oui, je vous le souhaite, oui. Laurent, est-ce que vous avez des cas précis justement d'actions qui sont menées avec des associations actuellement? Oui, pour parler de ce qui se passe, on va dire sur le territoire, on accompagne Aster dans le fonctionnement du centre d'élevage pour le gypaète barbu, donc qui permet à l'association et d'autres partenaires, des parcs nationaux, des partenaires étrangers, de réintroduire des gypaètes en nature pour que la population remonte, puisque le gypaète avait totalement été exterminé. On a des actions aussi sur plutôt des milieux naturels. On soutient Marie Hébert de FNE Haute-Savoie sur un projet scientifique et de protection des zones humides d'altitude, donc des milieux qui sont très très impactés par le dérèglement climatique. On accompagne la marche sauvage sur la protection des glaciers, donc également sur l'ensemble des glaciers, pas uniquement en Haute-Savoie. Et puis on soutient le CREA aujourd'hui. On a aussi l'association MyOne. Enfin voilà, on a tout un tas d'associations. Donc aujourd'hui, on en soutient une 60aine en tout sur le territoire, associations françaises, mais du coup qui peuvent avoir une action à l'étranger. Donc 60 assos. Et demain, on compte en rajouter beaucoup, puisque l'idée de la plateforme, c'est que un chef d'entreprise puisse trouver une association qui lui correspond, mais peu importe où il est ou peu importe la thématique qui l'intéresse.
sur notre plateforme, il y aura donc la possibilité de faire des filtres en fonction d'une thématique, donc comme on l'a dit tout à l'heure, mer, océan, forêt par exemple, en fonction on va dire d'une action, d'un type d'action, sensibilisation, plutôt plaidoyer. Et aussi, et ça c'est très très important, surtout dans le cadre du mécénat par rapport à l'implication locale, l'idée c'est de proposer des associations sur tout le territoire. Donc on aura peut-être à terme 150, 200 associations sur la plateforme et des associations qui sont toutes vérifiées. Donc voilà, à chaque fois on a des échanges avec les associations pour vérifier que tout se passe bien, qu'elles sont en règle vis-à-vis de l'administration, et que leurs actions sont conformes à ce qui doit se faire. Est-ce que, Franck, vous pensez l'ouvrir aux pays européens ? Il y a déjà tellement à faire avec toutes les assos qu'on a sur le territoire français, qui agissent un peu partout dans le monde. C'est pas que sur le territoire français que ça se passe, parce que, encore une fois, les dégradations de notre mode de vie en France provoquent souvent des effets très, très dévastateurs à l'autre bout du monde. Et la planète qui se dégrade, c'est pas trop en France, c'est ailleurs que ça se passe. Alors rappelez-nous pourquoi il est essentiel de donner aux associations pour la biodiversité. Eh bien, il n'y a pas grand monde qui agit pour le vivant. Quand j'ai voulu agir moi-même avec mon entreprise, quand j'ai souhaité avoir un impact via mon entreprise sur la planète, j'ai eu du mal à trouver des projets. C'était vraiment le truc pas simple. Même à penser personne s'en occupait, tout simplement. Jusqu'à ce que je trouve une association qui me mette finalement le pied dans ce monde associatif. Et là, j'ai découvert ce que j'appelle un monde parallèle. Voilà, c'est un monde complètement parallèle au monde de l'entreprise. Et donc, deux parallèles ne se croisent pas. Donc, on n'avait aucune chance de les croiser. Et j'ai eu la chance de pouvoir basculer et découvrir cet autre monde qui est, j'ai envie de dire, un monde merveilleux. Enfin, c'est un monde avec plein de chouettes projets biodiversité. Il y a des centaines d'associations qu'on n'imagine pas du tout et qui font un travail remarquable sur tout un tas de sujets. Et voilà, c'est les mieux placés, c'est très scientifique. Souvent, on dit les assos, c'est quoi ? Non, les assos, c'est ultra scientifique. C'est des gens très, très compétents qui sont là-dedans. C'est des passionnés, c'est des gens qui font ça avec leur tripes, par conviction. Ils n'ont pas créé une asso pour faire plaisir à je ne sais trop quel fonds d'investissement. Non, c'est parce qu'ils y croyaient. Et donc, c'est des sujets qu'ils maîtrisent par cœur. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. Ce n'est pas aux chefs d'entreprise d'aller essayer de faire le même boulot à leur place, quoi. Des associations qui sont animées par des bénévoles, j'imagine ? Il y a des bénévoles, il y a des salariés. Les associations ont des salariés, ça fonctionne, c'est comme une entreprise, sauf avec beaucoup moins de moyens. Voilà, c'est ce qu'elles aimeraient faire beaucoup plus, mais elles font beaucoup de choses quand même avec très peu de moyens. C'est pour ça que je dis souvent que c'est des vrais modèles de sobriété, parce que tout ce qu'elles font avec si peu d'argent, c'est incompréhensible. Pour un chef d'entreprise, j'essaie de comprendre moi-même et bravo, chapeau. Et donc, heureusement, il y a des bénévoles qui les accompagnent parce qu'il y a des volontaires et qui peuvent être, par exemple, des salariés d'entreprise. Le mécénat, ce n'est pas que du mécénat financier, ça peut être aussi du mécénat de compétences. Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités, par exemple, ministère éventuel à Paris ? Est-ce que des élus Nous, non. portent une attention particulière ? Pas du tout. Donc, avec le monde des associations, oui, ça c'est clair, ils sont en contact. Nous, non. Est-ce que on va le regretter ? Je sais pas si un jour ça sera utile. Ouais, je pense pas que ce soit utile. Chacun son rôle. Nous, notre mission, ça va être pas réconcilier, mais en tout cas, faire se rencontrer des entreprises et des associations. Et les associations auront une mission de porter la voix de l'environnement devant les politiques, les élus et autres. Chacun son rôle. Ça vous permet également de conserver une certaine indépendance ? Complètement. Et puis les politiques, dans ce qu'on voit aujourd'hui, la biodiversité, le vivant, etc., c'est pas la priorité, c'est même plutôt le sujet à détruire ces derniers mois. Là, donc, Alors pourquoi est-il essentiel que les entreprises s'engagent à vos côtés ? Nos politiques, je crois qu'on ne peut pas trop compter dessus pour nous donner des directives et prendre les bonnes décisions. Le particulier, ils ont envie de faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup de moyens, alors que le monde de l'entreprise, c'est le monde qui crée notre monde économique, notre vie quotidienne. C'est le monde qui dégage des profits aujourd'hui, donc c'est les entreprises aujourd'hui qui ont le plus de moyens pour agir de façon élargie. Ce n'est pas que pour le vivant, c'est aussi pour des domaines sociaux, comme ça se passe déjà aujourd'hui. Mais les entreprises sont, à mon goût, à mon avis, les mieux placées pour agir pour la planète. Voilà. Vous pensez que les entreprises s'intéressent de plus en plus au sujet ?
Alors, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Elles ont envie de s'intéresser à des choses. Elles ont compris, en tout cas, qu'il y a des problèmes avec le climat, avec le réchauffement climatique, que notre planète se transforme en énorme décharge à cause des déchets. Ça, elles ont compris. Par contre, le sujet biodiversité, ça reste loin quand même, hein. C'est un sujet qui est méconnu. C'est incompréhensible parce que c'est ce qui, encore une fois, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous a donné la vie. Enfin, ça devrait être notre première préoccupation. C'est ce qui va faire vivre nos enfants. Mais non, c'est un sujet méconnu, quoi. Il y a un problème d'information, un manque. Il y a un problème d'information, puis de sensibilisation aux problèmes de la nature. Parce qu'il faut déjà la connaître, puis après connaître ses problèmes. Et là, ouais, on a un vrai souci là-dessus, oui. Donc ça, c'est la base de ce qu'on essaie de faire. C'est vrai que dans les médias en général, il y a peu d'émissions consacrées au sujet, spécifiquement, malheureusement. Ah bah oui, la biodiversité, c'est le parent pauvre du monde de l'entreprise, complètement. Ça devrait être une priorité. Ça devrait, c'est ce que j'ai dit, ça devrait être une priorité. Et donc ça fait partie de nos actions, avant de déclencher du mécénat, il faut déjà expliquer ce que c'est que la biodiversité et ses problèmes. Ensuite, il faut expliquer ce que c'est que le mécénat. Et puis ensuite, il faut inviter à connaître le poids du vivant qui facilite toutes les actions que les entreprises pourraient faire. Pourtant, elles pourraient en tirer de nombreux bénéfices, ces entreprises. Et on ne peut que en tirer des nombreux bénéfices. Et c'est uniquement ça. C'est la fierté déjà d'agir pour des choses qui nous concernent directement, qui concernent nos enfants, dont nos enfants seront fiers demain. Ça, c'est la première des fiertés que l'on peut avoir. L'autre bénéfice, il est dans... Alors moi, quand je l'ai fait avec ma société, le premier bénéfice, ça a été les recrutements. Les jeunes, aujourd'hui, ont des valeurs et ont envie de bosser dans une société qui a des valeurs. Et le fait de communiquer sur ce qu'on faisait a attiré des talents qui disaient « je ne sais pas ce que vous faites, mais j'ai envie de bosser pour vous ». C'est un critère important aujourd'hui. C'était le premier effet. Enfin, ça coûte beaucoup moins cher finalement qu'un cabinet de recrutement et ça rapporte beaucoup de personnel compétent en plus. Voilà. Donc voilà, en termes d'image, ça a un bel impact aussi. Ça peut montrer, si je prends encore mon cas, on n'était pas qu'une boîte de logiciels qui fait du commerce et de l'administratif, on a aussi des valeurs humaines et ça permet de parler d'autres choses à nos clients qui découvrent que notre boîte, c'est pas, comme je disais, un robot qui fait des logiciels, c'est des humains et qui pensent à demain et à la vie de nos enfants. Alors Laurent, les enfants, justement, est-ce que les jeunes sont sensibilisés plus que les adultes à la biodiversité ? Je sais pas. Moi, j'ai bien vécu. Depuis que je suis dans le monde associatif, tous les projets d'éducation à l'environnement. Enfin, il y en a de plus en plus avec des nouvelles typologies d'animation. Donc, on sent que les jeunes ont, je pense, tout ce qu'il faut pour comprendre qu'il y a un enjeu. On les met plus facilement dans la nature assez jeunes. On a des beaux projets d'ailleurs là-dessus, sur la classe du dehors par exemple, où on va les mettre un petit peu plus au contact de la biodiversité et de la nature. Après, je ne sais pas, il y a un moment donné où j'imagine qu'il doit y avoir un blocage, peut-être à l'adolescence ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de perte en ligne à un certain âge, et ce qui fait que du coup, tous ces enfants qui sont super motivés assez tôt, assez jeunes, au final, il en reste beaucoup moins plus tard, quoi. Donc là, je ne sais pas, il faudrait faire des études sociologiques, je pense, mais oui, j'ai l'impression que en fait, on ne peut pas miser que sur la sensibilisation et que sur la sensibilisation des enfants. Aujourd'hui, la sensibilisation des adultes est aussi importante et parfois, c'est plus du plaidoyer que de la sensibilisation, pour fouiller un petit peu tout ça. Moi, je dirais que les enfants sont moins sensibilisés, moins au contact de la nature aujourd'hui, très, 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 très clairement. Hein. Moi, j'étais tout le temps dehors, alors qu'aujourd'hui, les parents sont les premiers à se dire « Ouh là là, traîne pas dehors parce qu'on ne sait pas ce qui va t'arriver, hein, ça craint d'être dehors. 2, tu vas te salir, et puis toi, tu vas peut-être croiser des petites bêtes qui vont te mordre, donc c'est dangereux. » Donc les gamins passent moins de temps à l'extérieur que de mon temps. Et les assos qu'on accompagne qui expliquent justement ce que c'est que la nature à des enfants, y compris dans des villes qui sont dans la nature, ils viennent leur expliquer dans leur cours d'école ce que c'est que la nature et qu'il ne faut pas en avoir peur, et ils les prennent par la main dans ce qu'on appelle l'école dehors pour aller au contact des arbres. Moi, ça me sidère un peu, ça. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. C'est un peu comme le salon d'agriculture à Paris où les Parisiens viennent voir les vaches. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est aussi parce qu'il y a moins de nature aussi maintenant en ville. Tout est bétonné.
avec on va dire les conséquences que ça peut avoir en cas d'intempéries et autres, ou les îlots de chaleur, mais on va dire des enfants qui vivent en ville, effectivement, des fois, ça peut être la nature, elle est très très loin, quoi. Donc là aussi, on a des projets avec des associations pour ramener de la nature en ville, et il y a aussi de très très beaux projets sur cette même thématique on va dire, de ramener de la nature dans les entreprises. Ça, c'est un sujet que moi j'avais découvert avec France Nature Environnement. Il y a des très très beaux projets de restauration de la biodiversité sur les sites des entreprises. On a vu en Vallée de l'Arve des super trucs qui ont été faits, et ce que ça a ramené aussi auprès des dirigeants de ces entreprises et des salariés, c'est tout le côté d'émerveillement. Et ça, on l'oublie souvent, mais on peut parler des chiffres comme on l'a fait en intro, ce que c'est que la biodiversité et autres, mais au départ, ce qui doit nous permettre d'avoir envie d'œuvrer, c'est l'émerveillement. Et de passer un petit peu de temps dans la nature, de découvrir des orchidées, et de s'apercevoir que les orchidées, c'est pas uniquement des fleurs tropicales, il y en a partout. Ça, c'est génial, c'est les premiers trucs, moi, qui m'ont convaincu, d'observer les oiseaux. Enfin voilà, c'est tout ce côté d'émerveillement qu'on peut ramener des fois, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, quoi. À 100 mètres de chez soi, il y a possibilité de s'émerveiller, mais il faut des fois un petit coup de pied au derrière pour s'en convaincre, et en tout cas pour y aller, quoi. On a fait un épisode avec l'entreprise Nicomatic à Bon-Chablais, qui a développé des jardins partagés qui sont entretenus par tous les salariés. En fait, ça fédère aussi les salariés à avoir poussé les différentes choses qui ont été plantées, et qui permet aussi le retour à la biodiversité sur à la place d'avoir des parkings de voitures, ils ont des aires non entretenues qui permettent de retrouver cette biodiversité à proximité de l'entreprise, en fait. Alors, j'ai une autre question également pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des métiers, des nouveaux métiers qui émergent justement avec cette action et ces travaux de biodiversité pour les jeunes, qui pourraient plus peut-être les attirer ? Des nouveaux, non, je pense pas. Et puis, je pense que il y en a déjà beaucoup, de jeunes qui se tournent vers la biodiversité sur l'éducation à l'environnement et autres, ou sur des filières plus scientifiques. Non, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux métiers qui arrivent. Et puis, j'ai envie de dire que la préoccupation de la biodiversité, en soi, c'est un état d'esprit, quoi. Ça ne doit pas être un métier. Un comptable ou un éditeur de logiciels doit s'intéresser à la biodiversité de toute façon. Tous les profils sont concernés, en fait. Exactement. Alors, Franck, pourquoi investir dans la biodiversité ? C'est investir en l'avenir. Pourquoi c'est investir en l'avenir ? Mais parce que c'est toute notre vie. Enfin, encore une fois, on peut agir pour, comme on le fait pour le climat, pour le carbone, pour les déchets, parce qu'on nous en parle beaucoup de tout ça. Mais ça va pas rendre... Si on arrive à contenir le réchauffement climatique grâce à tout ça, tant mieux, on va pas cuire. Mais s'il n'y a plus rien de vivant autour de nous et qu'on n'a plus rien pour exister, il fait bon, la température est la bonne, mais on est tous morts, ça sert à rien. Donc on devrait agir pour la nature. Agir pour le vivant, ça revient aussi à agir pour les problèmes de réchauffement climatique, parce que les forêts absorbent du carbone, les océans absorbent du carbone, produisent de l'oxygène. Donc c'est une grosse partie du réchauffement climatique pourrait être solutionnée si on faisait attention à la nature et aux vivants autour de nous. Alors qu'agir pour le réchauffement climatique, ça ne réparera pas du tout la nature. Au contraire, aujourd'hui, on a plutôt tendance à la détruire pour créer des solutions de décarbonation. Ça devrait être une priorité, en fait. Pour moi, c'est la priorité. Ça devrait être en numéro 1. Sauf qu'on n'y comprend rien, on n'y connaît rien. Et donc, c'est pas facile. Je dis souvent que pour tous les problèmes de carbone et de climat, il y a beaucoup de pubs parce qu'il y a beaucoup de business autour. On va aller acheter une voiture électrique, on va mettre des panneaux solaires, on va remplacer les ampoules par des LED. Il y a plein de choses à faire comme ça, où il y a des grandes pages dans les magazines pour dire achetez mon truc, on va décarboner la planète. Bon. Et à côté de ça, les arbres, les écureuils n'ont pas de moyens pour mettre des pubs, donc on ne les connaît pas. Voilà. Mais pourtant, c'est le principal. On fait trop de pubs à consommer, en fait. On nous pousse trop à la consommation. C'est ça. Et tout ce qu'on consomme revient quelque part à détruire, quelque part sur Terre, le vivant. Donc les priorités ne sont pas les bonnes, quoi. Quels sont vos projets pour les mois à venir, l'année 2025 et après ? Pour moi, on va dire le projet principal, notre
première priorité au fonds de dotation, c'est aujourd'hui d'aller rencontrer des entreprises, se faire connaître, parce que j'en suis convaincu, on a un outil qui est formidable pour les associations, qui va permettre de référencer et de proposer énormément de beaux projets. Mais si demain on n'a pas des entreprises qui nous font confiance et qui utilisent cette plateforme, ça sera une très belle coquille vide ou un très bel outil mais qui ne fonctionnera pas. Donc non, aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'est une bonne idée, que ça va simplifier les choses. Donc il faut qu'on trouve ces entreprises qui ont envie d'agir, et ça je suis convaincu, il y en a beaucoup. Donc voilà, il faut qu'elles nous connaissent, qu'elles nous voient, et puis derrière que la plateforme vive. Vous étiez ce week-end à Bourg-Saint-Maurice sur la journée mondiale des glaciers. Vous êtes ce soir avec l'association IDEE. Vous venez démarcher ou en tout cas communiquer auprès de ces associations qui agissent auprès des entreprises également. Oui, tout à fait. Étant habitant en Haute-Savoie, je connais le réseau IDEE, je vois ce qui s'y fait depuis quelques années. Et quand j'ai rejoint le fonds de dotation, je me suis clairement pas fixé comme objectif, mais en tout cas, ça faisait partie des idées, pour le coup, que j'avais de faire connaître le fonds de dotation à ces entreprises, à ces clubs d'entreprises qui sont déjà convaincus qu'il faut agir, qui ont déjà probablement participé à des ateliers ou des choses comme ça, mais qui ont peut-être pas de solutions ou d'outils clés en main pour passer à l'action. Et voilà, cet outil, je pense que ça peut être la plateforme Le Poids du Vivant, parce que derrière, un chef d'entreprise qui aura envie d'aider les sujets montagne ou les rivières ou des choses comme ça, pourra se dire sur la plateforme, il y a des assos locales, compétentes, avec derrière des scientifiques, des personnes qualifiées qui peuvent m'aider à agir. Est-ce que dans notre région, Savoie-Mont-Blanc, est-ce qu'il y a plus d'associations que dans d'autres régions de France ? Non, je pense pas qu'il y ait plus d'associations. On retrouve souvent à peu près les mêmes réseaux et aussi beaucoup d'associations un peu nouvelles. Nous, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on essaye de mettre en lien les associations. Donc on va pas, s'amuser à répertorier toutes les associations de France, puisque pour le coup, ça serait sans fin. Donc on essaye de voir quelles sont les associations qui peuvent travailler ensemble, parce que pour le coup, il y a des très très beaux projets à construire avec plusieurs associations qui ont chacune leur spécificité, leurs compétences, leur domaine de prédilection. Et du coup, d'arriver vers des entreprises avec des projets collaboratifs, c'est aussi beaucoup plus, pertinent. Et ça peut montrer, à tout à chacun que la coopération, la collaboration sont des enjeux aussi pour demain. Je remercie au passage l'association IDEE avec laquelle nous sommes partenaires Rouge et Blanc et qui nous a mis en relation justement pour cet épisode. Un grand merci à l'association IDEE. Comment peut-on, messieurs, vous aider, vous soutenir concrètement aujourd'hui ? L'essentiel, c'est de nous faire connaître, faire savoir qu'il existe un outil comme le nôtre qui permet vraiment de simplifier toute la démarche quand on souhaite agir. Mais en amont de ça, c'est le maximum de sensibiliser les entreprises. Donc on a besoin de tout un tas d'acteurs qui viennent sensibiliser. On a besoin que les entreprises comprennent qu'il y a des problèmes. Comprennent qu'une des solutions, c'est justement les assos sur le terrain qui font un boulot formidable, et que le mécénat est un vrai outil pour accompagner ces assos. Voilà. On a surtout besoin de nous faire connaître et de connaître notre action. La plateforme est en ligne, Laurent ? Oui, la plateforme est en ligne, fonctionnelle. Si les entreprises ont des questions, nous sommes disponibles. Nous sommes aujourd'hui 2 salariés prêts à aider les entreprises à trouver la bonne association. Il y a déjà des filtres qui sont possibles sur le site, mais voilà, on est disponible. Et demain, toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent soutenir des associations en France en à peine 5 minutes de temps. C'est faisable. On rappelle l'adresse www.lepoidsduvivant.org. C'est bien ça. Et sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Instagram, naturellement. Ouais. Je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup. Et à bientôt pour parler du développement du fonds de dotation. C'est ça, quand on dépassera les 100 salariés, on se revoit. Rendez-vous est pris. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.